Bien. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui et les séances suivantes sur la question de l'origine des deux grands types de temples qu'on voit attestés en Iran à partir de l'époque achéménide, c'est-à-dire le temple à statue de culte, voilà, l'image d'une statue de culte et l'image schématique possible de ce que pouvait être ce type de temple, donc des sceaux d'époque achéménide, et le temple à autel du feu que voilà ici. Alors, oui, je vais rebondir sur une question qu'on m'a posée la dernière fois à l'issue du cours, parce que j'avais donc expliqué le schéma explicatif de Mary Boyce, qui était qu'en fait, la naissance de ces deux types de temples s'était produite par la suite de décisions centrales au sein de la famille royale et de leur entourage, disons vers la fin de l'époque achéménide, donc, et après, donc décision administrative et diffusion par l'autorité administrative des deux types de temples. Alors, on avait donc dit, selon Mary Boyce, à l'origine de l'institutionnalisation chez les Iraniens, parce qu'il existait avant évidemment, du temple à image, il y aurait donc la situation familiale des derniers achéménides. Alors, j'avais peut-être pas été complètement clair. On a donc le couple, ça se serait noué au sein du couple Darius II, donc qui règne à la fin du IVe siècle, du 5e siècle, et de sa demi-sœur Parysatis. Et parce qu'on a le témoignage donc de Béroz qui nous explique que le premier roi à avoir imposé l'érection dans les grandes capitales de l'Empire de statues de la déesse Anaïta, et évidemment donc des temples qui allaient avec, serait leur fils, Artaxerxès II. Bien. Alors, voilà, l'histoire, c'est que aussi bien Parysatis que Darius II sont les enfants de coépouses babyloniennes d'Artaxerxès Ier. Voilà. Il avait une épouse principale qui était d'ailleurs pas sa sœur, qui était une aristocrate perse, dont il a un fils qui va vite être éliminé. Et puis il a eu plusieurs, alors on dit coépouses, on dit concubines babyloniennes. Voilà. Alors j'en profite pour faire une petite mise au point terminologique qui me paraît nécessaire sur la notion des mariages légitimes ou pas légitimes d'union, et également la notion de bâtard dans ces familles. Parce que, effectivement, d'après les sources gréco-latines, tous les enfants d'Artaxerxès Ier, à part le premier, sont en fait des bâtards. Le terme latin employé, c'est notus. Alors, et malheureusement, c'est donc utilisé, cette terminologie est utilisée par les historiens latins sous l'influence du droit romain et reprise malheureusement par beaucoup d'historiens jusqu'à nos jours, y compris ici Pierre Briand, qui est pourtant très averti des réalités qu'il y a derrière. Alors, il faut tout de suite savoir que quand on entend parler de bâtards ou d'épouses, d'union légitime, pas légitime, etc., la notion de bâtardise n'a pas du tout... Enfin, il faut pas projeter sur la notion de bâtardise dans ces sociétés celle qu'elle a eue chez nous à la suite du droit romain. Dans ces sociétés, dans les sociétés iraniennes, y compris en Asie centrale, aussi bien d'ailleurs que chez nous dans l'aristocratie franque ou scandinave jusqu'à une époque assez tardive, il n'y a qu'à penser à Guillaume le Conquérant, qui était Guillaume le Bâtard, et qui ça ne l'a pas empêché de monter sur le trône. Ce qui se passe en réalité, le mariage n'est pas un sacrement. C'est même pas toujours un contrat. On a des contrats de mariage, mais ce n'est pas généralisé.
l'union, le mariage, ils ont plusieurs épouses, et le mariage, c'est un état de fait qui résulte soit d'un arrangement au sein de la famille, donc c'est les mariages entre frères et sœurs, des Zoroastriens, soit d'un arrangement, d'une alliance entre plusieurs familles qui échangent des épouses de génération en génération, soit simplement d'une appropriation, une situation de dépendance personnelle qui fait que telle ou telle femme, qui généralement au départ a un statut d'esclave, mais pas forcément toujours, ça peut être une captive, se retrouve dans le harem du maître. Et alors, on se rend compte aussi qu'il n'y avait pas des règles de succession très rigides. En fait, on voit quand même que la préférence donnée à tel ou tel fils pour la succession dépend en général quand même du statut qu'avait sa mère. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en l'absence d'autres héritiers, un fils de concubine peut parfaitement finir par se retrouver sur le trône. Donc il faut, je pense, en finir avec cette terminologie qui, à mon avis, est anachronique. Alors vous voyez donc, dans le schéma, c'est que Parysatis, comme son demi-frère et mari Darius II, avaient des mères qui étaient babyloniennes, ça on le sait. On ne connaît pas d'ailleurs exactement leur statut. Ils se sont mis à partir à partir d'Artaxerxès Ier, ils épousaient soit leur sœur, en même temps leur sœur, parfois une aristocrate iranienne, et puis sinon c'était des babyloniennes, qui devaient leur plaire plus que les autres. Alors, du coup, ça a entraîné des raisonnements intéressants de la part des historiens des Achéménides de sympathie nazie, comme sévissant encore après la Deuxième Guerre mondiale Franz Altheim, sur une des explications du déclin de l'Empire achéménide, c'est la dégénérescence de la famille, parce que le sang arien, il se trouve qu'ils s'intitulaient eux-mêmes ariens, alors ça arrangeait bien les historiens en question, le sang arien s'est retrouvé pollué par du sang sémitique. Bon, voilà. Et ça a continué à traîner pendant vraiment longtemps. Bon, maintenant, on est quand même débarrassé de ça. Et donc, ces mères babyloniennes, qui, à partir du moment où leurs enfants montaient sur le trône, même si au départ elles avaient été esclaves, étaient évidemment devenaient des personnages importants, et ça ne les empêchait pas de devenir reines-mères, eh bien, elles auraient eu des inclinations, ils auraient gardé en fait la religion de leur religion paternelle, elles auraient fréquenté les temples à Babylone, peut-être, Mary Boyce suppose que peut-être elles avaient des chapelles privées dans le palais, et c'est leur influence qui fait que voilà, ce couple royal fait une concession à cette religion babylonienne qu'on recouvre d'une étiquette zoroastrienne, au lieu de dire qu'on récupère des statues d'Ishtar, qui s'appelait à l'époque, en fait, dont le nom commence à être remplacé par celui de Nana, mais c'est plus ou moins à ce moment-là la même déesse. Au lieu de dire qu'on récupère des statues d'Ishtar, on dit qu'on élève des temples à Anaïta, voilà, et qui est une déesse iranienne, donc le tour est joué. Bien. Alors, fin de cette parenthèse. Donc maintenant, on avait examiné le cas, les exemples possibles. D'ailleurs, il n'y a pas d'exemple archéologique achéménide, comme on l'avait dit, des temples du premier type, les temples à images. Et on va donc aborder des temples du deuxième type, c'est-à-dire les sanctuaires du feu. Et là, il y a une très très grande nouveauté depuis le début des années 2000 qui, au moins pour ce volet de l'explication, remet fortement en cause le modèle de Mary Boyce, c'est qu'on a plusieurs témoignages archéologiques, dont 3 vraiment sérieux, qui sont concentrés, qui sont d'époque achéménide, et concentrés
dans la région en fait frontalière entre la Sogdiane, ici au nord de la Moudaria, et la Bactriane. Alors il y a un débat sur l'endroit où passait la frontière. Enfin, bon, les exemples vraiment qui résistent à l'examen sont donc Sangir Tepe près de Charissa, à côté de Charissabs, au sud de Samarcande, Kindik Tepe et l'autre c'est donc Kizil Tepe, ici c'est indiqué comme Bandera, voilà, Kindik Tepe et Kizil Tepe qui est plus au sud, dans la zone frontalière, disons, entre Sogdiane et Bactriane. Alors, il y a d'autres exemples qui ont été allégués. Bon, je ne vais pas en parler parce que c'est moins convaincant. Il y a un exemple très intéressant, beaucoup plus à l'ouest, en fait, en Margiane, enfin, c'est actuellement au Turkménistan, un endroit qui s'appelle Topaz Gala. C'était autrefois la province de Lari. Alors, il a été publié comme plus ancien, il serait du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment pré-achéménide, âge du fer, dans un contexte qui correspondrait peut-être à l'Empire Mède. Mais bon, je choisis de ne pas en parler parce que, disons, les conclusions du fouilleur, le fouilleur qui conclut à l'identification comme temple du feu, est en conflit d'interprétation avec sa propre directrice de fouille, Barbara Caïm, qui n'endosse pas l'interprétation. Donc, dans l'expectative, je préfère laisser de côté cet exemplaire. Alors, les exemplaires, donc, qui sont les cas qui paraissent solides, Kindik Tepe, Kizil Tepe, Sangir Tepe. Alors, Tepe, vous savez, bon, ça veut dire qu'on retrouve dans chacun de ces trois noms, c'est un mot centra-asiatique qui veut dire monticule de terre dû à l'érosion de monuments en briques crues. Alors, presque tout site pratiquement s'appelle un Tepe. Alors, chacun des trois offre un cas de figure un peu différent, mais à chaque fois avec des indices vraiment intéressants. Alors, on a d'abord Kizil Tepe, qui a été fouillé, c'est le dernier qui a été publié, vous voyez, les publications sont récentes, été fouillé par une mission ouzbek, avec Leonid Sverchkov et une collaboratrice chinoise, Wu Xin, qui est une collègue que je connais bien, avec qui j'ai été amené à travailler, mais qui travaille en freelance, en fait, avec les Ouzbeks. C'est pas une mission chinoise, elle est à titre individuel avec les Ouzbeks. Alors, cet article-là en russe comprend des spéculations un petit peu bizarres de Sverchkov. On a trouvé des jarres, alors il dit « Ah, ça a dû contenir un trésor d'offrandes en or, comme le trésor de l'Oxus. » Il se lâche un petit peu. Wu Xin, dans son article en anglais de l'Encyclopédia Iranica, est beaucoup plus sobre et en plus, elle donne des précisions nouvelles. Alors, la publication n'est quand même pas très satisfaisante, parce que vous voyez, les plans, c'est des plans simplifiés. Il n'y a pas vraiment de relevé brique à brique. Les coupes stratigraphiques, j'y comprends rien. Bon, voilà. Mais donc, ce site, ce supposé temple, occupe le coin sud-ouest d'une grande citadelle achéménide qu'on pense avoir été la capitale régionale de la vallée ici en fait, ce serait la vallée du Sherabad Daria, ici, une des vallées qui descend du nord au sud vers la Moudaria, qui s'appelait, donc cette zone s'appelait peut-être la Parétacène à l'époque d'Alexandre. Et on a trois phases, avec dans chaque phase, ça c'est le point commun, un gros autel qui occupe la position centrale, hein, qui fait 7 mètres sur 7. Il a été, bon, de phase à l'autre, il a fini par être agrandi. Enfin, voilà, mais alors malheureusement, je crois pas qu'il y ait vraiment de photos. On a le relevé ici, bon, mais ça continue dans toutes les phases. Il y a deux entrées qui sont en chicane.
Ça, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve après en Iran dans les temples du feu. Il ne faut pas que le visiteur, il ne faut pas que de l'extérieur, le regard se pose sur le feu sacré. Dans la dernière phase, il y a un deuxième autel plus petit. Alors, elle suppose que, comme c'est le cas dans un certain nombre de temples du feu, le feu constant aurait brûlé là et aurait été, lors des cérémonies, transporté sur le grand autel. Vous voyez que, alors il y a des plateformes, bon, il n'y a pas de pièces d'habitation, ça on en est sûr parce que le monument a été bien délimité et ça c'est un critère quand même très important pour identifier comme temple. Le matériel est très pauvre sauf de la céramique. Alors on a un puits, une espèce de fosse, non, en fait il y a un puits contenant des cendres pures, voilà. Et les cendres pures, c'est utilisé dans le rituel zoroastrien, ça s'appelle, le terme parsi, c'est bassam, c'est utilisé notamment pour les ablutions, n'est-ce pas, disons les ablutions de purification se font avec un mélange d'urine de bœuf et de cendres issues de l'autel du feu. Une fosse qui contiendrait de l'eau, et un pilon, donc ça on pense tout de suite au pressurage de la plante sacrée, le haoma, qui est probablement à cette époque l'éphédra et qui sert à fabriquer donc la boisson rituelle. Et puis alors, un détail très intéressant, mais malheureusement il n'y a aucune illustration. Alors ce qui est décrit comme une grande poêle grossière, en argile peu cuite, qu'on a retrouvée sur le podium attaché au grand autel du feu. Alors pourquoi cette sorte de poêle à frire? Évidemment, on pense, si on compare avec le mobilier disons, actuel des temples du feu parsi, hein, bon, vous avez ici l'autel du feu, ici en l'occurrence dans un vase, et vous avez cet outil, qui est exactement comme une poêle à frire, dont le nom technique est chamcha, et qui sert à transférer les braises d'un autel à l'autre. Là, on a quand même un détail vraiment intéressant. Et puis, bon, vous voyez, donc, dans la fouille du temple, ils ont trouvé un mortier ou un pilon. Un pilon, oui. Bah, mortier et pilon, c'est ce qui sert à pressurer les tiges du haoma. Bien. Donc, hein, on a quand même un ensemble d'indices assez intéressants. Alors, à la conquête grecque, semble-t-il, la chronologie interne est difficile à établir parce qu'il n'y a pas de monnaie. Bon, il y a la céramique, mais on n'a quand même pas des séquences céramiques très précises. Pour l'époque achéménide et encore au début de la période grecque, en fait, on sait qu'ils continuent à utiliser les types céramiques des Achéménides. Mais enfin, il semblerait qu'à la conquête grecque, l'ensemble ait été bourré avec des briques crues et de l'argile. Et détail quand même intéressant. Alors voilà, ça c'est le bourrage. Et à l'entrée, on a dressé, c'est pas fortuit, semble-t-il, une grande pierre triangulaire au milieu, qui aurait pu correspondre à... alors ils interprètent ça comme un rituel de désécration. Et ça se trouve éventuellement ailleurs. Pour dire que le temple est fermé. Et puis au bout d'un certain temps, semble-t-il, dans une phase ultime, en haut du bourrage, il y aurait une terrasse à ciel ouvert où le culte aurait continué. Mais là, on n'a pas beaucoup de détails. Alors, voilà pour Kiziltepe, où quand même, il y a pas mal d'indices, hein, à la fois négatifs, avec l'absence de tout local d'habitation, et positifs, cet hôtel, qui a quand même l'air d'en être un, et le type de mobilier qu'on a trouvé. Alors, autre site maintenant, un peu plus au nord, c'est un peu plus au nord-ouest, c'est Kiziltepe. Alors, non, Kindiktepe. Alors c'est pareil, la manière dont c'est publié, c'est assez hâtive et pas très satisfaisante.
c'est quand même des épures architecturales, ce n'est pas vraiment du relevé de fouilles. Alors là, il y a une espèce d'évocation 3D, vous voyez, avec des petites flammes, là. Bon, c'est pas d'une exactitude prodigieuse, mais enfin, bon, là, on a quand même pas mal de détails. C'est une mission germano-ouzbek. Hein. Borovka, Nicolas Borovka, qui était à l'époque le directeur de l'Institut allemand d'archéologie, et Viktor Mokroborodov, un archéologue local. Alors, on a retrouvé, là, contrairement à Kiziltepe, on n'a pas retrouvé de mobilier de culte, mais il y a des caractères communs. Hein. Cet édifice est construit sur une élévation. Dans deux coins, des cendres pures étaient stockées. Et ça, c'est quand même le stockage de cendres pures, c'est un critère intéressant parce que qu'est-ce qu'on va faire avec des cendres pures? Bah, évidemment, on va faire du savon, bon, mais on pense quand même à un usage rituel. Il n'y a pas de pièce de vie, vous voyez. Et puis, l'entrée est également en chicane. Donc, ça fait quand même pas mal d'indices. Bon. Malheureusement, alors, ici, on n'a pas trouvé d'autel maçonné. Malgré des traces alors ici, voilà, une tache de brûlé. Bon, alors, il y a des traces de crémation. Ben, alors, probablement, ça brûlait dans des vases amovibles qui auraient été peut-être récupérés lors des reconstructions. Et alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a 4 piliers maçonnés en briques crues voilà, ici, qu'on voit ici. Bon, ils ne sont disposés pas très régulièrement. Mais enfin, alors, ça paraît préfigurer les 4 colonnes du temple du feu plus tardif, standard, qu'on appelle le Chartak, l'édifice à 4 colonnes. Bien. Alors, il y a une particularité qui est très excitante, malheureusement pas totalement convaincante. On a ici un corridor latéral qui ne sert en fait pas vraiment pour entrer, puisqu'on peut entrer par là, où on a trouvé dans le sol, vous voyez, 8 fosses, peu profondes. Elles font 45 cm à 1,10 m. Et les 3 premières contenaient de l'humus. Les 2 suivantes contenaient du sable pur. Et les 3 dernières, des lentilles d'humidité. Bon, pas d'ossement. Ça a l'air, c'est peu probable qu'il s'agisse de poubelles, et c'est peu probable aussi qu'il c'est sûrement pas non plus des silos. Bien. Et alors, je vous dis tout de suite, l'idée qui est venue à l'esprit du fouilleur, et évidemment du mien aussi, c'est le local pour la grande purification zoroastrienne qu'on appelle le Bareshnum, qui se fait en marchant sur des pierres et qui vont en fait d'un trou à l'autre. En fait, il y en a 9. Et dans ces trous, on balance les résidus de la purification. Alors en fait, le rituel est décrit précisément dans l'Avesta, livre 9 du Vendidad, et puis il existe encore maintenant. Alors, je vous lis ce qui est écrit. Les petites fosses donc, ont deux doigts de profondeur, ça a l'air moins profond qu'à Kindik-Tepe, et reçoivent uniquement ce qui reste après les ablutions de la personne. Les 6 premières stations, alors il y a des pierres parce qu'on marche, il ne faut pas marcher sur le sol, donc on enjambe d'un tas de pierres à l'autre et puis on s'approche de ces... voilà, 4, 5, 6, 7, oui, on s'approche de ces fosses. 2, 3, oui, voilà. Et alors les 6 premières fosses, aux 6 premières stations, la personne s'enduit de gomèse, c'est-à-dire un mélange d'urine de bœuf et de cendres, mais des cendres sacrées,
les cendres issues de l'autel du feu, et se rince avec de l'eau. Et aux trois dernières stations, ça va commencer à sentir mauvais, il se frotte avec du sable et il se rince. Bien. Et alors, vous voyez qu'il est accompagné par un chien, et qu'il y a toujours 2 prêtres avec lui. Alors évidemment, c'est quand même tentant de rapprocher de ces trous où on n'a pas trouvé d'ossements, on n'a trouvé que du sable, des résidus d'humidité, visiblement on avait versé de l'eau, etc. Alors quand le fouilleur Victor Makroborodov m'a présenté ça, j'ai dit c'est magnifique, mais quel dommage qu'il n'y ait que 8 trous, parce que dans ce rituel, il y en a 9. L'année d'après, il nous explique qu'il a trouvé le 9e. Alors, ce serait là, parce que sous l'épaississement de ce mur. Bien. Alors, ça pose quand même une difficulté, c'est que ça veut dire qu'à un moment, s'il n'y avait plus que 8 trous, le rituel ne pouvait plus être célébré. Bien. Je dirais que le contenu de ces fosses laisse, l'allure de ces fosses fait quand même beaucoup penser à ce rituel-là. Il y a des cailloux, alors on ne marche pas sur des pierres, mais il y a des cailloux en tas à l'entrée, quelques-uns dans les trous, donc ça aurait pu être utilisé pour marcher dessus. Il y a quand même 2 grosses difficultés. D'abord, c'est pas très facile de zigzaguer entre tout ça. Surtout dans le rituel actuel, il faut être accompagné par 2 prêtres. Bon, peut-être que ce n'était pas toujours le cas. Le chien, ça a l'air d'être une addition plus récente. C'est pas décrit, le chien n'est pas décrit dans l'Avesta, dans le Vendidad. Mais alors, autre problème, c'est que autour de ces fosses, il y a un système très compliqué de petits sillons qu'on trace à la surface de la Terre, qui sont des sillons d'isolation sacrée pour que le rituel ne soit absolument pas contaminé par les forces maléfiques. Bien. Il est dit aussi que ce rituel ne peut pas être célébré à moins d'une certaine distance par rapport au feu. Or, là, on n'est pas loin. Voilà. Donc, je dirais, la prudence reste de mise. Si on pouvait vraiment démontrer que c'est les 9 trous du rituel de purification du Bar Eshman, ça règle complètement la question de la filiation zoroastrienne de ce sanctuaire. La fouille est arrêtée, et d'après ce que je saisis de la personnalité du fouilleur, je ne le vois pas tellement changer d'avis. Voilà, soyons prudents, mais il y a quand même d'autres éléments, enfin le stockage des cendres, les 4 piliers, qui tendent quand même à... Alors, il y a un gros pot de fleurs là dans le couloir, on sait qu'il y avait une végétation sacrée dans les temps. Il y en a toujours une, ça leur sert en fait, ils font pousser des grenadiers pour utiliser dans le rituel. Alors, un dernier exemple, vous voyez, ils sont tous quand même, il n'y en a pas 2 qui copient l'autre. Alors ça, c'est Sangir Tepe, fouillé par ma mission, donc plus au nord, près de Charisabz. C'est un site voisin du grand site de Padayatak Tepe qui représentait la capitale de l'oasis de Charisabz dans l'Antiquité, le nom ancien étant Kesh. Bien. Or, on sait que ça existe à l'époque achéménide parce que le nom de Kesh est mentionné dans les documents araméens du satrape de Bactre qui ont été publiés il y a une dizaine d'années. Donc c'est sûr, c'est un site ancien, et Alexandre y a séjourné. Ces historiens n'emploient pas le nom Kesh, mais le nom Naotaka, qui en fait désigne la province. Ça veut dire le pays des 9 rivières. Voilà, c'est là, Charisabz. Et en fait, de là à là, on compte 9 rivières. Bien.
c'est ici. Alors, fouillé par Claude Rapin et Moutalib Rassanov, ça c'est la référence au dernier article en date, avec les éléments les plus récents de la fouille. Alors, c'est une fouille très complexe. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de restitution dans l'alignement des murs, en gris clair, mais c'est quand même fondé sur des... Ça a été fait de manière scrupuleuse. Ce qui a vraiment été trouvé, c'est les murs qui apparaissent ici en noir. Alors, ce que vous voyez au-dessus, là, en plus clair, c'est un fortin militaire qui a été construit à partir du IVe siècle de notre ère. Ici, on est dans des niveaux, disons, achéménides. C'est pareil, très difficile de proposer une chronologie interne. Il y a un niveau, semble-t-il, achéménide ancien en dessous, qui a entraîné l'élévation du site, et ça s'est construit par-dessus. Donc, on a donc, par rapport aux exemples qu'on avait vus précédents, l'élément commun de la construction en hauteur. On a une pièce principale de 14 mètres par 11, avec un gros foyer un peu décentré, pas vraiment construit. C'est des galets maçonnés avec de l'argile, mais de l'argile qui a bien rougi. On voit que ça a servi à faire du feu. Alors vous me direz, ça peut être tout simplement pour se chauffer. C'est une maison aristocratique avec la salle de réception. Oui, mais quand on regarde le plan, il n'y a pas véritablement de locaux adaptés à la vie courante. Il y avait quatre piliers qui étaient en bois, mais on n'a retrouvé que les bases. Alors, comme à Kindik Tepe, on a trouvé des petites fosses qui contenaient soit des cendres pures, soit du sable, soit des galets. Pas d'ossements. Mais dans ce cas précis, les fouilleurs n'ont pas adopté l'hypothèse du local de purification parce que ces fosses ont été trouvées de manière dispersée. Et en fait, parfois sous les murs. Donc, ils pensent plutôt à des dépôts votifs, des fosses où on faisait des libations au moment peut-être de la construction du sanctuaire, et les murs se seraient mis en partie au-dessus. On a au sud, une pente avec une grande rampe d'accès. Voilà, une rampe d'accès ici, une autre là. Ça regarde effectivement vers le sud, donc l'entrée, à partir de quoi il suppose qu'il y aurait une entrée principale ici pour les prêtres, une entrée latérale plus tard bouchée qui aurait pu servir pour les fidèles. Bon, là, on entre davantage dans le domaine de la spéculation. Disons, les hypothèses ils ont fait des hypothèses plus raffinées sur le mode de fonctionnement du bâtiment, mais bon, là, je renvoie à la publication, qu'on trouve facilement. Alors, comme à Kindik Tepe, ça a été rasé et bourré en terre battue. Et là, on est sûr que c'était réutilisé après, en terrasse à ciel ouvert, puisqu'ils ont refait une rampe d'accès. Et on a l'indice que cette terrasse date d'après la conquête grecque, car sur le dernier sol d'utilisation, on a une monnaie du roi Séleucide, Antiochos Ier, qui a régné de 281 à 261. Bon, là, on a une monnaie. Voilà ce qu'on peut dire maintenant. Bien. Je dirais, dans le modèle de Mary Boyce, la partie temple à image de culte d'origine babylonienne, éventuellement favorisée par des membres de la famille royale, ça peut encore tenir, bien que, encore une fois, on n'a pas trouvé de temple pour cette époque. La deuxième partie du schéma, c'est-à-dire le temple du feu institué comme mesure de compromis pour calmer les zoroastriens intégristes qui n'étaient pas contents qu'on élève des temples à images, et tout ça par décision dans la famille royale, ça n'a
plus l'air de tenir par rapport à ces découvertes qui tendent à montrer qu'il s'agit d'un phénomène qui aurait pris naissance dans les provinces les plus orientales de l'Empire achéménide. Alors vous me direz peut-être que tout simplement tout ça existait à l'ouest et que la chance, n'est-ce pas, des fouilles a fait que c'est uniquement à l'est qu'on l'a trouvé. Malgré tout, on peut aussi raisonner en se disant que on est là, on est vraiment là dans des terres sacrées du zoroastrisme. Voilà le schéma que j'ai proposé il y a déjà un certain temps pour visualiser la liste des anciens pays zoroastriens, les plus anciens pays zoroastriens, qui est exposé dans le livre du Vendidad, livre 1, qui est le livre, disons, les rituels d'exorcisme, voilà, les châtiments, les purifications, etc. C'est là où on trouve la description du rituel du Barishman dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le livre 1, dans le chapitre 1, il est question, il y a la liste des pays sacrés, des pays aryens, c'est-à-dire les pays qui ont les premiers adopté la religion zoroastrienne. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que cette liste, elle s'arrête à la frontière de l'Iran. C'est-à-dire que ce serait le souvenir de la diffusion de la religion, enfin, disons, de rites pratiqués par des prêtres antérieurement au transfert de la religion zoroastrienne à l'ouest sous les premiers Achéménides. Et vous voyez que ça démarre de ce qu'on l'Aryanam Waedja, qui pourrait se traduire par les épanchements de rivières du pays des Aryens. Bien. Qui assez souvent, et c'est le schéma que j'adopte, correspondrait au Pamir. Et puis de là, on a des chaînes, suivant l'ordre du texte, on voit que ça forme 4 chaînes qui pourraient correspondre à des circuits, peut-être des circuits migratoires. Hein. Voilà, il y a une chaîne qui va chez les Sogdiens qui aboutit à Merv, une autre bactriane qui aboutit à Hérat, une autre qui descend dans le sud de l'Afghanistan jusqu'au Séistan actuel, et une qui part vers l'Inde, et même jusqu'à la vallée de l'Indus. Voilà, ça ferait partie des pays où, disons, la mission zoroastrienne serait intervenue. Les Dardes et Kaphirs, qui étaient chers à Gérard Fussman, correspondraient assez bien à cette région qui s'appelle ici Chahra. Et justement, il est dit que dans cette région, Ahura Mazda en a fait un pays zoroastrien, mais il y avait des méchants qui dépendaient du chef des démons Ahriman et qui avaient des rituels dont il est fait un peu. Il y a quelques allusions à ces rituels, et ça pourrait assez ressembler aux rituels de sacrifices animaux qu'on observait encore au XIXe siècle chez les Kaphirs de cette région. Alors, vous voyez que voilà, ce schéma, je l'ai proposé à un colloque ici sur les indo-ariens. C'était sur... oui, c'est ça, les origines du zoroastrisme. C'était un colloque organisé par Jean Kellens, qui, en fait, après avoir au départ considéré que cette liste était complètement mythologique et ne correspondait à aucun pays réel, a admis que... il a adopté mon schéma. Et dans ses dernières publications, il s'y rallie. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que par exemple, on dirait le deuxième pays de la liste, c'est la Sogdiane. Et c'est justement là où on semble avoir trouvé les plus anciens temples du feu. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui nous dit qu'on est au cœur de la partie la plus, comment dirais-je, la plus dévote
la plus anciennement fidèle à la religion zoroastrienne, en tout cas aussi des régions qui ont pu bénéficier pendant longtemps d'un prestige particulier, d'une autorité sacerdotale particulière. Peut-être on pourrait formuler les choses comme ça. Ce qui pourrait expliquer que c'est là qu'aurait pris naissance le type des temples du feu. Encore une fois, tout ça, c'est très spéculatif. Ce que je vous dis, ça repose sur 3 sanctuaires qui ont été fouillés depuis le début des années 2000, mais c'est quand même un grand changement dans notre documentation. Alors, un peu plus à l'époque supposée achéménide, on trouve en Bactriane, ici, une variante plus monumentale, malheureusement, de ces premiers sanctuaires zoroastriens, malheureusement, d'interprétation architecturale difficile. C'est un site qui s'appelle Cheshme Shafa, c'est à 30 km au sud de Bactre, fouillé, étudié par la DAFA, la mission française en Afghanistan, vers 2010, malheureusement sans fouille étendue parce que la situation sécuritaire s'y prêtait pas. C'est un site polycentrique. En bas, il y a ce qu'ils appellent une ville, mais qui serait peut-être en fait un grand campement. Bon, mais enfin, il y a un rempart. Et puis, ce grand hôtel, c'est un hôtel du feu, ça en a vraiment la forme. Et il est sur une éminence qui domine la ville basse. Alors, si vous pouvez me reconnaître sur la photo, j'y suis allé en 2012. Voilà, je donne l'échelle. Alors, c'est dans tout le monde iranien pré-islamique, même dans tout le monde zoroastrien, c'est le seul hôtel du feu vraiment monumental qui nous soit parvenu. Il y en avait un autre, probablement à Tarté-Soleiman, l'un des 3 grands temples sassanides, mais on n'a que l'empreinte au sol. On a des hôtels du feu en pierre d'époque sassanide, mais ils sont plus petits. Celui-là, il fait 2,10 m de haut. Là, c'est plus moi qui donne l'échelle. 2,10 m. Et alors, vous voyez la forme. Bon, la taille est grossière, tout simplement parce que la roche était très mauvaise. C'est un calcaire tout fendillé. Mais ils ont fait l'effort pour faire un haut à degrés. Et ça, c'est absolument... Parfois, c'est le bas aussi à des degrés. Mais alors, le haut à degrés, c'est vraiment la carte de visite de l'hôtel du feu zoroastrien pendant très longtemps. Vous voyez déjà sur les images achéménides, c'est ça. Donc là, ça ne fait pas de doute. C'est un hôtel du feu. Alors, au milieu, la table supérieure la surface supérieure est très grande, ça fait 2,70 m sur 1,55 m, c'est en fait plus large que haut. Au centre, il y a une dépression profonde de 30 cm, une dépression ronde. Ça aurait pu suffire pour tenir des braises. Dans l'hypothèse souvent émise que les hôtels du feu les plus grands, comme aussi celui qu'on vient de voir à Kindik Tepe, n'accueillait le feu que lors des cérémonies solennelles, le feu permanent brûlant sur un autre autel ou dans une autre chapelle, etc. C'est un schéma qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les temples du feu zoroastriens. Il n'y a pas de trace de combustion, mais la surface supérieure est restée exposée aux intempéries. On peut aussi supposer qu'il y avait un vase métallique qu'on mettait là-haut. Il y a quand même des traces de suie sur une partie du fût. Alors, tel qu'il se présente maintenant, donc exposé jusqu'à sa fondation, l'autel paraît trop haut pour avoir été desservi sans l'aide d'un escalier amovible ou d'une échelle. Mais c'était peut-être pas nécessaire si le bas était enterré. Là, aujourd'hui, il pose sur le sol. Mais le sol qui est là, ce n'est pas le sol d'origine. Tout ça a été saccagé par les chasseurs de trésors.
Donc du coup, on n'a plus de raccord stratigraphique, on n'a pas de céramique, et on n'a pas les murs du bâtiment qu'il pouvait y avoir autour. On n'a plus que ce qu'ils n'ont pas pu détruire ni emmener, c'est-à-dire ça. Bien. Si c'était enterré en bas, ça pouvait être moins haut, ça aurait pu peut-être être desservi sans l'aide d'une échelle. Alors, ce qui est très fâcheux, à cause de ces pillages, c'est qu'on ne peut pas décider si l'autel était dans une pièce couverte, ce qui à ce moment-là le rattacherait à la catégorie des trois temples du feu couvert que nous venons de voir, Kizil-Tépé, Kindik-Tépé, Sangir-Tépé, ou bien s'il surplombait le site sur une hauteur à ciel ouvert, ce qui le rattacherait aux terrasses cultuelles qui étaient peut-être devenues Kizil-Tépé et Sangir-Tépé dans la dernière phase de leur existence. Alors, voilà, donc je dis, dans ces deux cas, de Kizil-Tépé, Sangir-Tépé, peut-être là aussi, on a, semble-t-il, des podiums à ciel ouvert à l'époque achéménide, pas seulement des temples couverts. Et de ces podiums à ciel ouvert, on a un témoignage indiscutable à Aïkhanoum, donc à l'époque grecque. Sur l'acropole, dominant tout le paysage alentour, ouais, avec un escalier, et voilà, on voit que le rituel s'est accompli face à l'est. C'est un podium à 7 degrés, chiffre peut-être pas fortuit, qui a été fouillé par Henri-Paul Francfort. Il n'y a pas de céramique, enfin, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de céramique. On n'a pas eu le temps non plus de fouiller ce qu'il y avait autour, qui aurait pu être intéressant. Et il se trouve qu'on a un autre exemple, en Bactriane aussi, de ce type de podium à ciel ouvert, avec également des degrés. Il y a un seul angle, voilà, cet angle a été fouillé, Pachmak Tépé. Et là, donc, on se retrouve, ce sont les seules variantes, en fait, qui pourraient correspondre aux descriptions que nous donnent Hérodote et Strabon, c'est-à-dire les Iraniens n'ont pas de statues, n'ont pas de temple couvert, ils vont sur les hauteurs pour sacrifier à la voûte du ciel. Alors ici, c'est exactement ce qu'on a, c'est le point, je crois que c'est le point culminant du site. Voilà. Bien, alors, maintenant, tout ce que je vous ai présenté là, c'est-à-dire les proto-temples du feu, les terrasses, enfin ouais, n'est plus attesté en Bactriane et Sogdiane après la période grecque. Parce que pendant la période grecque, on a encore, donc, on a au moins ce type de podium. Pour la période grecque, on change complètement de décor. On se retrouve avec des monuments qui sont inexplicables sans l'architecture grecque, bien qu'ils ne s'y réduisent pas, et dont on a, dans les deux cas, l'interprétation cultuelle pose des problèmes, je vous le dis tout de suite, et il s'agit donc d'Aïkhanoum, le grand temple de la ville. Aïkhanoum, donc la seule grande ville grecque trouvée en Afghanistan et où j'ai participé aux fouilles de 1975 à 1978 sous la direction de Paul Bernard. C'est là où je me suis formé. Et qui a été probablement Aïkhanoum, qui a été dans la dernière période de son existence, de 170 à 145 environ avant notre ère, sans doute une capitale impériale, la capitale du roi Eucratide, qui avait étendu les conquêtes grecques sur l'Inde. Après quoi, la présence grecque a commencé à être progressivement balayée du nord au sud. Donc, le grand temple d'Aïkhanoum, qu'on appelle temple à niche indentée, parce que son décor mural se caractérise par ces niches indentées qui ne sont pas du tout caractéristiques de l'architecture grecque. Alors, pas du tout. Et puis le deuxième, c'est Tarti-Sanguine, à 100 km d'Aïkhanoum, en aval, au Tadjikistan, fouillé par les collègues soviétiques. Alors, pour celui-là, on peut donner un nom, hein, pas seulement descriptif.
un nom cultuel, temple de l'Oxus, parce que nous savons par une dédicace qu'il était destiné au dieu du fleuve Oxus, lequel passait à côté. Alors la bibliographie est énorme. Alors, je renvoie à des publications en français ou en anglais qui sont récentes, donc qui tiennent vraiment compte des derniers états de l'étude et qui, en même temps, représentent vraiment de puissants efforts de réflexion. On a deux études qui comparent les deux temples. Une de Paul Bernard, déjà assez ancienne, le temple du dieu Oxus à Tartis-Sanguine en Bactriane. Temple du feu ou pas? Bon, je vous dis tout de suite, c'est un massacre. C'est un massacre. C'est un compte-rendu très critique de la publication des fouilleurs Boris Ledvinsky et Igor Pitchikian, qui avaient essayé de tout tirer du côté des temples du 2. Tartis-Sanguine, le premier grand temple du feu, hein, et Paul Bernard, avec des arguments que je serai amené à vous exposer dans les cours suivants, montre que même s'il y a des indices d'utilisation cultuelle du feu, on ne peut absolument pas en tirer les conclusions qu'en ont tiré Ledvinsky et Pitchikian. Je crois que Gérard Fussman en avait parlé à un de ses cours aussi. Et puis alors, on a un article plus récent par Henri-Paul Francfort qui compare comparaison systématique du temple d'Aïranoum et du temple de Tartis-Sanguine. Alors, je ne suis pas d'accord avec toutes ces conclusions, mais c'est un effort de réflexion vraiment très profond qui, en même temps, en ce qui concerne Aïranoum, allègue des documents qu'on n'avait pas encore, auxquels on n'avait pas vraiment prêté suffisamment attention. Dans la bibliographie récente, alors, il y a aussi une étude plus récente sur les deux temples pris séparément. Le dernier article de Paul Bernard, qui est mort l'année d'après. Paul Bernard, le sanctuaire du dieu Oxus à Tartis-Sanguine. Non, il est mort cette année-là. Le sanctuaire du dieu Oxus à Tartis-Sanguine au Tadjikistan, ou l'esprit de l'escalier. Je vous dirais oui, parce que c'est en grande partie fondé sur l'analyse d'un énorme escalier qui descend dans la cour du temple. Voilà. Alors là, ce n'est pas encore publié, mais l'auteur m'a autorisé à faire état du contenu. C'est Lauriane Martinez-Sèvres, qui n'avait pas participé à la fouille d'Aïranoum, mais qui est aujourd'hui directrice des études grecques à l'École française d'Athènes, et à qui a été confiée la publication finale du grand temple d'Aïranoum. Je pense que le manuscrit sera mis au point dans le courant de cette année. Alors, ces deux temples ont beaucoup de choses en commun. La situation. Ils sont tous les deux situés en Bactriane orientale. Bactriane. À partir de là, on a les monts du Bas-Darchan, et puis au-delà, le Pamir. Voilà. Alors, Aïranoum, c'est ici. Ça, c'est une carte de Claude Rapin, donc, qui propose des identifications dans les sources antiques. On est à peu près sûr que Aïranoum s'appelait, dans la dernière phase de son existence, Eucratidia, capitale du roi Eucratide. Il pense que le nom ancien était Oscobara. Là, c'est plus contestable. Et donc, 100 km en aval, on a Tartis-Sanguine, qui est donc du côté Aïranoum et du côté afghan de la frontière, Tartis-Sanguine du côté tadjik. Alors, je vous dis tout de suite, ces deux sites sont sur le même réseau fluvial, qu'on appelle, en fait, tout ça, on l'appelle aujourd'hui la Moudaria. La question de savoir si c'était vraiment le même fleuve dans l'Antiquité est discutée. La thèse de Claude Rapin, à laquelle j'adhère, c'est qu'en fait, l'Oxus, c'était ça. Voilà. Et que le nom s'est conservé par la rivière actuelle du Warch, et que donc Aïranoum n'était pas sur l'Oxus, elle était sur un affluent. D'autres pensent
comme Paul Bernard a toujours pensé, et également Henri-Paul Francfort, que l'Oxus c'était tout ça. Mais ça, on sera amené à en reparler parce que c'est pas l'identification, le nom des fleuves près desquels passent ces temples, qui passent près de ces temples, n'est pas sans incidence sur l'interprétation des cultes. Alors, autre point commun de ces sanctuaires, tous les deux font face à l'est, donc au soleil levant, et tous les deux sont en lien direct avec une adduction d'eau permanente. Aï-Khanoum, vous le verrez sur d'autres plans que je montrerai, a toujours fonctionné avec un canal dans la cour, qui a toujours fonctionné, et Tarti-Sanguine avait un grand puits dans la cour, au moins dans les premières phases. Donc visiblement, la disponibilité d'une eau supposée pure était fondamentale pour le culte. Alors, ce qui caractérise aussi ces monuments, ces temples, c'est leur monumentalité, hein, tous les deux en briques crues, avec des murs qui font 3-4 mètres d'épaisseur, énormes. Bien. Et quand il y a un décor de colonnes, comme ici à Tarti-Sanguine, c'est énorme aussi. Bien. Donc, monumentalité qui s'explique parce que dans les deux cas, ce sont des fondations royales. On n'a pas d'inscription qui nous le dit, mais tout tend à le faire supposer. Tarti-Sanguine, sans doute, viendrait en premier dès les débuts de la colonisation grecque dans la région, pas à l'époque d'Alexandre. N'a pas eu le temps de fonder des temples en Asie centrale, même si la tradition locale à Samarcande dit qu'il a fondé le temple de Nana. Ce sont ses successeurs, les Séleucides, qui ont commencé à construire des villes véritablement et des temples. Tarti-Sanguine, d'après des éléments qu'on infère notamment du style des chapiteaux de la colonnade, qu'on rapproche, où on soupçonne la main d'ouvriers venus de Milet sur la côte turque actuelle. C'est vraiment très très proche de ce qu'on trouve dans le grand temple de Milet, dont on sait qu'il a été reconstruit à la fin du IVe siècle. Donc on soupçonne à Tarti-Sanguine l'intervention de Séleucos Ier, qui a reconquis la région, qui s'est emparé de la région à partir de 305, et peut-être de son fils Antiochos Ier, qui était en fait son co-régent. C'est lui qui, pour le compte de son père, gouvernait les régions orientales. Donc ça pourrait nous amener jusqu'en 280. Antiochos Ier, alors ça c'est évidemment un élément à prendre en compte, qui est probablement fondamental, c'est un demi-bactrien. Sa mère, Apamée, était une princesse bactrienne que Alexandre a mariée à son lieutenant Séleucos. Et là où, ce qui prouve l'extrême intelligence de Séleucos, c'est qu'il est le seul des lieutenants d'Alexandre qui n'ait pas répudié sa femme perse après la mort du conquérant. Lui, il avait compris que ça pouvait servir. Il semble par ailleurs qu'il était très attaché à sa femme. Bon. Aï-Khanoum serait, d'après les derniers arguments présentés par Lauriane Sèvres, pourrait dater d'environ 280, c'est-à-dire le début du règne personnel d'Antiochos Ier. Voilà. Dans les deux cas, mais surtout à Tarti-Sanguine, on a des portraits en argile crue de donateurs qui pourraient, enfin au moins à Tarti-Sanguine, on a l'impression que ce sont des rois gréco-bactriens. On soupçonne très très fortement l'intervention royale, et puis comme vous allez voir, quand on va parler plus en détail du temple d'Aï-Khanoum, il est juste à côté du palais. Bien. Autre point commun entre ces temples, une forte composante locale dans le culte, c'est évident, mais bien que le moins grec des deux, c'est en fait Aï-Khanoum, mais on a le nom de la divinité que à Tarti-Sanguine, où c'est l'Oxus. Pour Aï-Khanoum, on doit spéculer. Et on va spéculer. Voilà, les hypothèses sur la nature des cultes doivent se construire dans la quasi-ignorance où on est quant à la statue de culte. À Tarti-Sanguine, on a une main en bronze.
Ça ne nous dit pas ce qu'il y avait comme tête. Hein. Et en plus, la main en bronze, c'est peut-être pas celle de la statue de culte. Bon. À Aït-Khanoum, là, c'est plus précis parce que là, on a des morceaux. J'anticipe sur ce qu'on va. Voilà. On a quand même la chaussure et les doigts de pied du dieu principal. Bon, alors, qui évidemment a fait supposer un Zeus. Ça a été contesté, mais bon, je pense quand même que l'idée d'un Zeus doit être conservée. Et alors, donc, dans les deux cas, on raisonne sur des monuments qui ont été pillés, dénaturés, brutalement à Aït-Khanoum, ou qui a été pillé à partir de la chute des Grecs, et disons dénaturé au fil des siècles à Tartis sanguine, qui a eu une vie très longue, mais à chaque fois avec des transformations profondes. Bon, voilà, les différences. Architecturalement, le plus grec des deux, c'est Tartis sanguine. Le plan n'est pas grec, mais au moins l'habillage de colonnes est vraiment une signature, c'est une signature impériale grecque. Des énormes colonnes du portique de façade et de la cella. Et bien que ce soit le plus grec en apparence des deux, c'est le seul des deux qui a vraiment donné lieu à une interprétation poussée par le zoroastrisme. Aït-Khanoum, ouais, c'est quand même une autre ambiance. Et puis, alors, fondamental, ils ont une durée d'existence très différente. Aït-Khanoum a vécu, le temple d'Aït-Khanoum a vécu 150 ans au maximum. 180, même si on admet qu'il y a une phase cultuelle après les Grecs, donc ça nous mettrait jusqu'au vers 130. Donc voilà, 280-130, c'est 4 générations, c'est pas plus. Tartis sanguine a vécu peut-être 600 ans. Hein. Le temple tel qu'il est semble exister jusqu'au début du IIIe siècle, et on pense maintenant qu'il a une survie médiocre au moins jusqu'au IVe siècle. Donc c'est une histoire beaucoup plus longue, et donc il faut tenir compte de ça. Voilà, et ben, je vous remercie, et donc là, à partir de la semaine prochaine, on les examinera l'un après l'autre, et puis on passera à d'autres.